Merci Mireille de cette invitation. D'ailleurs, je ne vais pas du tout parler des modèles de représentation de nature et culture. Tout au moins, je vais essayer d'expliquer pourquoi l'expression me paraît particulièrement impropre. Alors, je peux tout de suite dire, bien sûr, que je préfère déjà parler des formes d'actualisation, des relations de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains. Et c'est déjà une façon d'éviter non, je n'ai pas de projection. C'est une façon d'éviter la référence à ces deux notions qui sont très européocentrées de nature et de culture, mais je voudrais essayer d'expliquer aussi pourquoi il ne s'agit pas de représentation. Alors, je vais donc parler d'une façon plus générale du thème, au fond, qui nous réunit tous ici, qui est celui du rapport entre universalisme et relativisme. Et je vais en parler en tant qu'anthropologue, puisque l'anthropologie, au fond, s'est confrontée dès son origine à cette question. Plus que cela, je dirais même que la discipline, la science anthropologique est née d'avoir à confronter des questions qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, semblaient remettre en cause des principes de la rationalité. Lorsque des voyageurs, lors de la deuxième expansion coloniale européenne, des voyageurs, des missionnaires, des proto-ethnographes, des administrateurs rapportaient des propos de populations dans différentes parties du monde qui semblaient aller à l'encontre des principes de la raison et qui semblaient notamment aller à l'encontre d'une distinction nette entre le monde des humains et le monde des non-humains, en particulier le monde des humains et le monde des animaux. Il n'y avait pas de science propre à traiter ce genre de problème. Il y avait bien sûr les études folkloriques, il y avait le droit comparé aussi, qui était un des ancêtres de l'anthropologie, mais au fond, aucune discipline n'était véritablement en condition d'avoir à résoudre ce scandale logique. Alors, je vais vous en donner un exemple qui a fait discuter à l'époque, qui est moins connu que celui des fameux... La remarque de Vandensteinen, les Bororo sont des Araras, qui a sollicité beaucoup de discussions, notamment chez Lévi-Brul. C'est l'histoire rapportée par un missionnaire qui s'appelle le père Quemelin, qui a passé 20 ans de sa vie parmi les montagnards de ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine, donc dans les plateaux centraux du Vietnam, notamment parmi un peuple qui s'appelle les Reungao, et sur lequel il a écrit une monographie tout à fait sérieuse, consistante. Il parlait très bien la langue des Reungao, et il rapporte cette histoire. C'est une dame qui pilait son riz sur une terrasse, la terrasse de sa maison, et puis elle voit apparaître un tigre. Et le tigre faisait des bonds dans tous les sens parce qu'il avait avalé un os de travers. Et évidemment, la dame, terrorisée, laisse échapper son pilon qui fait virevolte dans l'air, tombe sur la tête du tigre, et le tigre de saisissement recrache son os et s'en va tout content, semble-t-il. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit suivante ? Cette dame voit apparaître le tigre sous forme humaine qui lui dit « Ma fille, tu m'as rendu un grand service et je voudrais passer avec toi un contrat. » Donc on rentre dans le domaine juridique, et c'est un contrat qui a un nom en Reungao et qui désigne quelque chose qui ressemblerait un peu à un pax, c'est-à-dire c'est un contrat entre non-parents qui implique des obligations réciproques. Alors il y a une discussion, elle dit non... Jamais je n'oserais, Seigneur Tigre, passer contrat avec toi. Au contraire, c'est toi qui m'as obligé, etc. Finalement, il passe contrat. Et le lendemain, le tigre s'approche de la maison et il lui dépose un quartier de cochons sauvages au pied de la maison et s'en va. Et puis régulièrement, il fait ça. Alors, le père Quemelin n'en dit pas plus. Que faire avec des propositions de ce genre-là ? Qu'est-ce que l'anthropologie a fait ? On est donc à la fin du XIXe siècle, là, au début du XXe. Au fond, il y a eu deux positions. La première, c'était de dire c'est de la rhétorique, ce sont des tropes, c'est une façon de parler. Les gens ne pensent pas à ça, ils ne pensent pas qu'on puisse passer un contrat juridique
avec un tigre. Mais est-ce qu'on peut passer un contrat qu'une métaphore? Ça, c'est un problème. L'autre solution, l'autre hypothèse, beaucoup plus minoritaire, parce que plus embarrassante, consistait à dire, au fond, ces gens-là pensent d'une façon totalement différente de la nôtre. Ils ignorent les formes les plus classiques de raisonnement qui sont caractéristiques de la pensée humaine et donc, entre parenthèses, civilisée. Et donc, il faut penser qu'ils sont à part, et c'est grosso modo la position qu'a adoptée, par exemple, Lévi-Brühl, avec le fait qu'il y a une suspension du principe du tiers exclu, etc. Alors, où on en est maintenant? Eh bien, on en est que, je pense, l'idée de la métaphore est un peu trop facile, est un peu trop commode. Dan Sperber, qui est tout sauf un relativiste, disait par exemple, dans son travail chez les Dorzés d'Éthiopie, au fond, les Dorzés, et tous les gens qui ont l'expérience de faire du terrain le savent très bien faire la différence entre une métaphore et une proposition littérale. Et autrement dit, on a interprété pendant longtemps comme des métaphores, du fait, certaines de ces propositions, du fait que, au fond, les instruments à partir duquel on analysait ces textes étaient précisément ceux de l'exégèse biblique ou ceux de la philologie classique. Sperber disait, bon, il y a chez les Dorzés, on dit un tel est fort comme un lion, il porte un costume de chef, etc. Ça ne veut pas dire que c'est un lion. Il n'a pas de crinière, il ne rugit pas, etc. Mais lorsqu'on dit que le léopard respecte le jeune copte, puisque les Dorzés sont coptes, en revanche, ça, c'est littéral, ce n'est pas une métaphore, c'est-à-dire qu'il s'abstient de manger de la viande les jours de jeûne. Et donc, dans un cas, on sait très bien ce que c'est qu'une métaphore, dans l'autre, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une métaphore. Alors, quelle est la situation actuelle? Je dirais qu'à part quelques excentriques, mais il y en a très peu, la plupart des anthropologues s'accordent sur le fait qu'il y a une unité de l'homme en termes de processus cognitifs. L'induction, la déduction, les inférences indexicales et sémantiques, l'usage des analogies, l'usage des tropes, la capacité de catégoriser selon différents types de critères, et même certaines formes de raisonnement syllogistique sont conçues comme étant un patrimoine commun d'humanité. Pour le syllogisme, d'ailleurs, c'est par l'étude des cours traditionnels que la chose a été bien mise en évidence. Il y a une petite monographie d'Edwin Hutchins qui s'appelle Culture and Inference sur les cours foncières, les tribunaux fonciers aux îles Trobriand. Donc les îles Trobriand, en Mélanésie, c'est là que Malinowski a fait son terrain. Et lorsque des gens ont des litiges fonciers, ils présentent leur cas devant une sorte de cour qui est constituée par des chefs traditionnels, et ils utilisent dans leur argumentation tous les instruments de la logique classique, le modus ponens, le modus tollens, toutes les copules, etc. Sauf que la plupart du temps, ils ne terminent pas le raisonnement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'à la conclusion. Donc de ce point de vue-là, le raisonnement syllogistique est parfaitement avéré aussi, notamment dans ces contextes juridiques. Et donc, évidemment, c'est la raison pour laquelle des ethnographes, des voyageurs, des missionnaires, etc., depuis très longtemps, ont réussi à donner du sens à des actions et à des comportements, et à des propos qui paraissent quelquefois énigmatiques, puisque, au fond, on a une façon de les comprendre qui est fondée sur des raisonnements communs. Alors, cela dit, l'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle, peut aussi favoriser dans certains individus ce qu'on pourrait appeler un style d'enquête. Je traduis par style d'enquête le style of inquiry, qui est un concept qui a été développé par les historiens des sciences, en particulier par notre collègue Ian Hacking, qui montre qu'au fond, il y a différentes façons d'aborder des phénomènes, y compris par les scientifiques. Il y a des styles of inquiry qui sont statistiques, d'autres qui sont juridiques, précisément, que chacun d'entre eux constitue une approche raisonnable ou rationnelle, si vous voulez, de ces phénomènes, mais qu'ils constituent chacun des domaines
de légitimité, avec des procédures de vérification, de rigueur, etc., qui leur sont propres. Et évidemment, certains de ces styles d'enquête peuvent être plus particulièrement appropriés à tel ou tel type d'activité. Alors, je vais prendre un exemple. Si vous êtes un chasseur, et surtout si vous tirez votre subsistance principalement de la chasse, ce n'est pas une mauvaise opération, et là je me tourne vers Alain Berthoz, parce que c'est une affaire d'empathie, de vous mettre à la place de la proie que vous poursuivez. Quelle que soit la proie, si vous êtes chasseur, c'est un animal, si vous êtes un pêcheur, vous mettez à la place du poisson, de façon à anticiper les mouvements que va faire cet animal en vous voyant à travers les yeux de l'animal. C'est quelque chose que font tous les bons chasseurs et tous les bons pêcheurs. Aldo Leopold, l'un des grands précurseurs de l'écologie, dans ce petit livre charmant qui s'appelle L'Almanach d'un comté des sables, qui est une série d'apologies, ou d'apologues plutôt, d'apologie aussi d'ailleurs, sur, disons, les pré-écologistes au sens de l'écologie politique, mais qui était aussi un très bon chasseur, un très bon pêcheur, décrit avec un luxe de détails remarquable cette façon qu'ont les prédateurs, en quelque sorte, de se mettre à la place de la proie. Donc l'empathie joue un rôle fondamental dans cette activité. Mais si l'on systématise cette opération du chasseur ou du pêcheur dans des discours rituels ou dans des discours mythiques, cette inférence parfaitement normale à propos des dispositions d'un animal et qui va vous permettre de finalement l'approcher et le tuer, et qui est fondée donc sur une inférence normale et sur une forme d'empathie sur une empathie avec une forme de vie animale supérieure, va constituer la base, le fondement expérientiel de ce que j'ai appelé l'animisme, c'est-à-dire l'hypothèse que sous certaines conditions, des non-humains de différents types, notamment des animaux, se comportent comme s'ils avaient une intentionnalité du même type que la nôtre. Et ça, c'est une expérience qu'on peut répéter quotidiennement, surtout dans des milieux, évidemment, qui sont peu anthropisés. Et au fond, cette pratique de l'empathie, elle n'est pas réservée aux chasseurs. Un chef d'entreprise qui va planifier une prise de contrôle hostile d'un concurrent va se mettre à la place de ce concurrent, va anticiper tous ses mouvements. Un joueur d'échecs va faire exactement la même chose. La seule différence, évidemment, entre la situation du chef d'entreprise et celle du chasseur dans les tropiques, c'est que la grande majorité des chefs d'entreprise ne pensent pas que les animaux ont une intériorité du même type que la nôtre. Et c'est au fond ce contexte-là, c'est-à-dire la systématisation d'une inférence ou sa non-systématisation, qui va faire la différence. Donc leurs processus mentaux sont identiques, celui du chasseur et celui du chef d'entreprise, mais leur ontologie, c'est-à-dire les dispositifs d'inférence qu'ils vont employer et qu'ils vont systématiser dans des systèmes culturels, ne le sont pas. On peut prendre un autre exemple, c'est celui du raisonnement statistique. Non pas d'ailleurs dans le sens exact que Crombie et Hacking lui ont donné, mais dans le sens un peu plus général de cette habitude qui est devenue si commune en Occident pendant la deuxième moitié du XXe siècle, de se repérer au fond dans le monde social et environnemental en termes de pourcentage. Donc, de façon à avoir une idée de ce qui se passe, on sait qu'il y a tant de chômeurs ici et maintenant contre tant de chômeurs jadis ou il y a 2 ans et à tel endroit, tant d'espèces en danger maintenant et tant d'espèces en danger il y a 20 ans, tant d'espèces en danger potentiellement dans 30 ans, etc. etc. En conséquence,
on a évidemment une tendance, de ce fait, à voir le monde comme composé de populations, d'êtres matériels, immatériels, qui sont soit des types d'humains, des non-humains, des opinions, des croyances, des taux de croissance, des taux des populations, etc., dont la valeur relative est principalement validée par leur nombre estimé les uns par rapport aux autres. Alors, se rendre compte de l'importance d'un phénomène ou d'une classe d'existants en quantifiant leur pertinence les uns par rapport à les autres est à la fois très ancien et très nouveau. C'est très nouveau dans le sens que les jugements que nous passons sur les collectifs de toutes sortes sont maintenant influencés par des nombres, c'est-à-dire que leur poids relatif ou leur signification relative est mesurée en termes de pourcentage et donc en termes de hiérarchie définie par des pourcentages. Mais penser en termes de proportion ou penser en termes de hiérarchie était extrêmement commun aussi dans des contextes où la valorisation par les statistiques n'existait pas. La proportion, c'est-à-dire le rapport d'une quantité ou d'un élément à un autre, et la hiérarchie, c'est-à-dire la subordination sérielle des êtres, des faits ou des idées, selon des critères normatifs, ont été des outils cognitifs extrêmement communs dans ce que j'ai appelé par ailleurs des ontologies analogistes, c'est-à-dire en particulier en Grèce ancienne et en Chine, mais elles n'étaient pas appliquées à des populations. Autrement dit, la proportion était utilisée pour traiter de substances, par exemple, en médecine ou dans la chimie empirique, ou de s'occuper de questions de design en général, c'est-à-dire d'architecture ou d'art, tandis que la hiérarchie était généralement employée pour graduer des êtres, ou des divinités, enfin, en tout cas des entités personnalisées ou personnalisantes. Donc, les aptitudes cognitives d'un occidental qui lit son journal du soir rempli de statistiques et celles d'Hippocrate sont donc identiques, mais les objets dont il traite ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est un premier constat qu'il est important de faire. Alors pourquoi est-ce que les objets dont il traite ne sont pas les mêmes, indépendamment évidemment de questions empiriques qui ne vivent pas à la même époque, dans un même environnement, etc. D'où vient ce procès de filtrage qui va sélectionner certaines propriétés ou certaines qualités des objets et des relations et qui va en négliger d'autres comme des aliments pour la pensée ou pour l'action. Alors une première réponse vient de ce que l'on pourrait appeler la multidimensionnalité des phénomènes. Ça, c'est une idée très classique, c'est même une idée tout à fait classique de la philosophie, depuis que Boyle et Locke ont popularisé cette distinction sous le nom du rapport, enfin de la séparation entre les qualités premières et les qualités secondes. Les qualités premières, c'est-à-dire le mouvement, la masse, la forme, etc., sont donc des qualités qui sont intelligibles, qui sont séparables et qui sont dans une large mesure calculables, tandis que les qualités secondes, la couleur, le son, la résistance au mouvement, etc., sont le sujet ou l'objet de ce que Claude Lévi-Strauss a appelé la logique du concret, c'est-à-dire de cette capacité qu'a l'esprit humain d'établir des relations de correspondance et d'opposition entre des faits saillants que nous percevons dans notre environnement. Alors évidemment, si l'on s'occupe des dimensions d'un phénomène où ce sont ces qualités premières, comme l'on dit, qui vont être réputées pertinentes, les propositions qui vont en résulter seront, de toute évidence, des propositions de type universel. Tandis que si on s'intéresse aux impressions que laisse sur nos sens ce phénomène ou cet objet,
ceci ouvrira un très grand nombre de possibilités pour des inférences et des connexions qui sont relatives à des contextes personnels ou à des contextes culturels. Donc on a déjà, évidemment, cette première opposition. Mais il me semble qu'il y a aussi une autre raison, et c'est celle, au fond, sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, qu'on appelle culturelle en général, pour rendre compte du monde de façon très différente, en dépit d'un équipement cognitif et sensorimoteur globalement identique partout dans l'humanité. C'est une opération que j'appellerais, en empruntant le terme avec précaution à l'anthropologie américaine, de la mondiation. Mondiation, c'est la traduction de worlding. Worlding, c'est un terme qui a été forgé par les études postmodernes, postcoloniales, pour définir la construction sociale de la réalité par un Occident hégémonique. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je l'entends. Je pense plutôt au terme de mondiation dans une dérivation d'une formule de Wittgenstein qui dit le monde, c'est tout ce qui arrive au fond. Donc la mondiation, c'est un dispositif qui est fondé essentiellement sur ce que j'appellerais la prédication ontologique. Et l'opposition entre le monde comme une totalité de choses et les mondes multiples de la réalité expérimentée de façon subjective me semble être une opposition fausse qui ne prend pas en compte le fait que ces opérations de médiation ou de mondiation sont fondées sur l'actualisation ou non de certaines qualités du monde qui sont présentes, mais qui sont actualisées selon des contextes ontologiques sur lesquels je vais revenir, particuliers. Au fond, on peut faire l'hypothèse, alors là, c'est une sorte de philosophie portative, non pas que je vous propose. On peut faire l'hypothèse que ce qui existe indépendamment de nous n'est pas un monde complet, autonome, autosuffisant, en attente de représentation ou en attente d'être pris en compte selon différents points de vue, mais plus probablement un très grand nombre de qualités et de relations qui peuvent être actualisées ou pas par les humains en eux ou à l'extérieur d'eux, selon la façon dont ils vont procéder à quelques choix ontologiques. Donc, les éléments matériels et immatériels de notre environnement ne sont pas suspendus dans le ciel des idées en attente d'être capturés, même imparfaitement, par nos facultés. Ce ne sont pas non plus des constructions sociales qui viendraient donner une forme et une signification à un matériel brut. Ce sont juste des paquets de qualités dont nous détectons certaines et dont nous ignorons d'autres. Et la variété des formes de mondiation vient du fait que ces actualisations différentielles de qualité ne sont pas faites au hasard, mais qu'elles suivent la ligne d'inférence fondamentale fondée sur le fait que nous allons distribuer ou repérer ou inférer certaines qualités et les relier dans la façon dont nous les voyons. J'étais content aussi que Alain Berthoz fasse référence à Jacob von Uexküll ce matin, parce qu'au fond, la théorie qui sous une autre forme est celle de Gibson aussi, de Leforden, c'est-à-dire de l'idée que le monde a des qualités que nous pouvons actualiser en fonction des dispositions que nous avons,
Alors ça peut être effectivement dans le cas de l'Attique un champ extrêmement réduit, dans le cas des humains un beaucoup plus grand nombre de capacités d'actualiser ces qualités, me paraît au fond un bon point de départ pour concevoir la façon dont nous opérons des sélections dans ces qualités pour les constituer ensuite en monde, qui sera donc le monde non seulement des humains, mais le monde d'humains particuliers en fonction des habitudes qu'ils auront prises d'actualiser plutôt telle ou telle de ces qualités du monde environnement. Donc c'est une position assez rustique sur le plan philosophique, globalement un peu humienne si vous voulez, mais qui me paraît offrir une fondation assez solide pour la tâche de tenter de donner un sens aux multiples façons selon lesquelles les humains décrivent le monde et ce qu'ils y font. Alors, je voudrais maintenant dire quelques mots sur la façon dont je vois cette tâche, et notamment pour clarifier cette idée que la variété des formes de mondiation, pour reprendre ce terme que je vous ai proposé, résulte d'une variété de régimes ontologiques. Je vous rappellerai très brièvement des choses que j'ai déjà, sur lesquelles j'ai déjà écrit et sur lesquelles je me suis longuement exprimé. Mon point de départ, c'est qu'au fond que la tâche principale de l'anthropologie, qui a été un peu laissée de côté, pas tellement d'ailleurs en France, mais dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, ce n'est pas au fond de faire des thick descriptions, pour reprendre l'expression de Clifford Geertz, c'est-à-dire des descriptions ethnographiques détaillées d'institutions spécifiques, d'habitudes culturelles, de pratiques sociales. Ça, c'est le travail de l'ethnographie. Et on peut être anthropologue et ethnographe. Moi, j'ai été ethnographe et anthropologue, et on peut faire les deux, mais pas simultanément. Il faut choisir entre l'un ou l'autre. On ne peut pas faire des généralisations inductives à partir de descriptions empiriques. L'anthropologie, c'est une démarche hypothético-déductive. Donc, la tâche de l'anthropologie, dans ce point de vue-là, c'est bien d'essayer de définir quels sont les styles distinctifs de l'action et de la pensée humaine, et de comprendre leur mode de combinaison et aussi leur mode de distribution, y compris dans l'espace. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont ces modes de pensée, si ce n'est, et d'action, si ce n'est pour dire que je suis parti de l'idée qui est aussi d'ailleurs issue un peu de la philosophie, mais aussi de la psychologie, notamment de la psychologie du développement, qu'au fond, tous les humains, lorsqu'ils ont affaire avec le monde, et on le voit ça très tôt en psychologie du développement, au fond, utilisent deux types d'outils. Ils font des inférences quant au mouvement physique des choses et quant à leurs caractéristiques physiques, et puis ils font des inférences quant aux états mentaux que l'on peut attribuer à ces choses. Et donc j'ai appelé ça intériorité et physicalité, en partant du principe que, au fond, un sujet abstrait, lorsqu'il doit définir la différence entre le soi et le non-soi dans le monde, aura tendance à repérer dans les objets de son environnement soit des discontinuités de type physique, ou des continuités, soit des discontinuités ou des continuités qui relèvent de l'intériorité. Le résultat de ce mécanisme, que je commence d'ailleurs, dont je commence à discuter avec des psychologues pour répondre encore une fois à la question d'Alain Vertose, pour voir quels sont ses fondements expérimentaux. Le résultat de ce mécanisme, c'est un système que j'ai appelé des modes d'identification, c'est-à-dire de repérage de continuité et discontinuité entre humains et non-humains, que j'ai développé en 4 grandes formules qui sont fondées précisément sur le rapport entre l'intériorité et la physicalité, et que j'ai appelé en utilisant des termes qui sont des termes classiques de l'histoire de l'anthropologie. Le premier, celui au fond qui m'a été offert
à l'observation sur le terrain lorsque je faisais de l'ethnographie de façon plus systématique que j'en fais à présent en Amazonie et que j'ai appelé animisme, et qui est fondé sur l'idée que, au fond, on peut repérer dans la plupart des existants des indices d'intériorité, mais qu'en revanche, ces existants ont des corps, ont des formes physiques et des capacités physiques qui leur permettent d'agir dans des mondes qui sont au fond le prolongement de ces capacités physiques. Et en ce sens, c'est une théorie très huxleyienne qui est celle de l'animisme. Un papillon, un oiseau, un jaguar, un humain d'un certain type parce qu'il aura certains outils, une certaine langue, etc., aura accès à un monde différent du fait des outils biologiques et pour les humains que nous appelons culturels, qui lui permettent de vivre dans ces mondes. Donc ce n'est pas des représentations, là. Ce sont des actualisations de qualité du monde. Ça, c'est une première formule qu'on trouve en Amazonie, c'est là que je l'ai trouvé pour la première fois, mais aussi dans le nord de l'Amérique du Nord, parmi les Amérindiens, bien sûr, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Et puis, il y a la formule inverse, qui est frappante parce que c'était celle caractéristique du monde d'où je venais comme ethnographe, et qui, au contraire, restreint l'intériorité au monde des humains, au seul monde des humains, comme capacité distinctive des humains, donc la conscience réflexive, le cogito, etc., mais qui, en revanche, part du principe que les qualités physiques des humains n'en font pas des êtres complètement à part, puisqu'ils sont soumis, comme tous les autres objets du monde, aux lois de la physique, de la chimie, et en l'occurrence, pour nous, de la biologie évolutive. Donc, de ce point de vue, les humains sont les discontinuités et les continuités que l'on peut repérer entre humains et non-humains sont exactement inverses de celles que l'animisme propose, tout en étant dans l'un et l'autre cas aussi plausibles. Simplement, dans un cas, les animistes, disons, si on veut employer le terme, ont systématisé un certain type d'inférence. Dans le cas de ce que j'ai appelé le naturalisme, nous avons systématisé, et à partir du XVIIe siècle de façon tout à fait systématique, à la fois dans les textes philosophiques et puis dans le discours scientifique, une autre forme d'organisation de ces discontinuités. Il y en a deux autres que j'ai appelés, là encore en reprenant un terme tout à fait classique de l'histoire de l'anthropologie, le totémisme, et qui est fondé sur l'idée que le totémisme, ce n'est pas tant le système que Lévi-Strauss avait analysé dans le totémisme aujourd'hui, qui est un dispositif classificateur universel qui prend comme gabarit mental, en quelque sorte, les différences ostensibles entre espèces animales ou végétales pour penser les discontinuités entre espèces sociales, c'est-à-dire entre groupes sociaux, donc un dispositif classificatoire qu'on trouve à l'œuvre partout, au fond, dans la mesure où la nature nous offre ces discontinuités de façon visible, mais fondée sur l'idée, alors qui est exprimée de façon extrêmement nette en Australie, mais qu'on trouve dans d'autres régions du monde, que des groupes, ou plus exactement que ce que nous appellerions des espèces de non-humains et des types d'humains partagent des qualités physiques et morales tout à fait identiques du fait qu'ils ont une origine commune et qui permet de les regrouper à l'intérieur d'ensembles nommés dont l'identité est profonde en dépit des différences de forme. Alors, toujours dans le registre des anecdotes qui font spéculer les anthropologues depuis longtemps, il y a cette remarque que faisaient Spencer et Gillen, les deux grands ethnographes des Aranda, des aborigènes d'Australie, du désert central de l'Australie. Ils avaient donné à un Aranda une photo de lui-même, et le type dit en Aranda «
à celui-là est tout à fait semblable à moi, tout comme l'est le kangourou. Grand mystère, en effet, parce que dans un même moment, il dit à la fois, il reconnaît une forme identique à celle qu'il pense avoir. Il devait commencer à circuler un peu des miroirs, encore que la reconnaissance, bon, ça c'est un autre problème très intéressant aussi, mais sur lequel on ne peut pas rentrer, mais enfin. Et en même temps, il annulait cette capacité de reconnaissance de forme en se voyant identique à un kangourou. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les qualités profondes que cet homme se reconnaissait, non pas avec le kangourou comme animal, mais avec le kangourou comme prototype d'un ensemble de qualités, étaient telles qu'elles dépassaient la différence des formes. Et donc, ici, ce qui comptait dans l'affirmation d'une continuité, c'était une continuité d'essence, si on peut dire, de substance aussi, partager le même type de substance, d'organisation interne, ça se voit dans la figuration, je ne vais pas rentrer dans le détail, et qui outrepassait en quelque sorte l'apparence en première instance différente. Donc ça c'est le totémisme, une autre forme donc de continuité et de discontinuité, parce que la discontinuité elle vient du fait que chacun de ces groupes est composé de qualités distinctes, et que donc on a des humains qui ont des qualités distinctes mais qui ont les mêmes qualités dans certains cas que des baleines, dans d'autres cas que des moustiques et des kangourous, etc., etc. Et puis la dernière formule est au contraire fondée sur l'idée d'une très grande singularité de chaque élément du monde. Au fond, c'est une expérience qu'on fait à tout moment. Lorsqu'on observe le monde, il est composé de singularités, et on peut soit le constater, soit, et c'est le cas le plus courant, on essaye de trouver entre ces singularités des modes de correspondance de façon à réparer quelque chose qui peut ressembler à un chaos. Et la forme la plus commune pour repérer des correspondances entre ces singularités, c'est telle chose est à telle autre, comme le jour est à la nuit, comme le masculin est au féminin, comme le rouge est au noir, etc. Vous pouvez continuer comme ça des chaînes transitives d'analogie. Donc, j'ai appelé ça analogisme, parce que même si la pensée analogiste est universelle, c'est principalement l'analogie qui va servir d'instrument pour penser ces connexions. Donc voilà, 4 formules, je ne vais pas poursuivre trop longtemps dans cette veine, mais on a 4 formules qui sont 4 façons différentes de repérer ces continuités, ces discontinuités, mais qui sont toutes fondées, au fond, sur des processus cognitifs parfaitement admissibles. Et chacun d'entre nous est capable de faire des inférences de type naturaliste, bien sûr, parce que nous avons été élevés dans ce contexte, mais aussi animique, totémique ou analogiste. C'est-à-dire que si, ce n'est pas mon cas, mais si on consulte un horoscope, on fait une inférence analogiste, le rapport entre macrocosme, microcosme, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont encore en partie immergés, en quelque sorte, dans un système analogiste. Lorsqu'on s'emporte contre son ordinateur qui vous lâche, ou sa voiture qui vous lâche en plein hiver la nuit, lorsque l'on parle à son chat, on fait des inférences animiques, mais on ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne systématise pas, on ne va pas passer des contrats comme le faisait la dame que le père Quemelin, donc le père Quemelin rapporte l'anecdote. Alors, vous comprenez bien que ces différentes façons de détecter et d'amplifier ce qu'on pourrait appeler des plis dans notre environnement ne doivent pas être considérées comme une typologie de vision du monde. C'est pour ça que je n'aime pas le terme de représentation ou de vision du monde, mais ce sont plutôt des développements de conséquences phénoménologiques de 4 types différents d'inférences à propos de l'identité des choses dans le monde. Et c'est pour ça que le travail avec les psychologues, évidemment, m'intéresse. Selon les circonstances, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'importe quel humain sera capable de faire l'une ou l'autre de ces inférences. Alors, évidemment, cette position, elle exclut, et on revient au cœur du débat, universalisme, relativisme, elle exclut à la fois l'idée qu'il y a des mondes multiples
et c'est une idée qui a été développée par certains philosophes, et elle exclut aussi l'idée qu'il y a de multiples visions du monde. Il ne peut pas y avoir de monde multiple, parce qu'il est hautement probable que les qualités et les relations potentielles qui sont offertes à la cognition humaine et aux opérations que l'on peut mener dans le monde sont partout pareilles, jusqu'à qu'elles aient été détectées et actualisées à l'intérieur d'un système de mondiation ou à l'intérieur d'une ontologie particulière. Mais une fois que ce processus de mondiation a été engagé, le résultat, ce n'est pas une vision du monde. Le résultat, c'est-à-dire ce n'est pas une version d'un monde qui serait une réalité transcendantale dont on offrirait une vision. Le résultat, c'est un monde de plein droit, c'est-à-dire un système de propriété partiellement actualisé, qui est saturé de signification, mais qui se superpose en partie avec d'autres mondes du même type qui ont été actualisés ou objectivés de façon différente et institués par d'autres personnes. En plus, la mondiation est très effective, efficace, à cause d'un effet de feedback, en ce sens que la prédication ontologique, c'est ce qui stabilise un monde, mais en même temps, les jugements ontologiques particuliers que nous pouvons produire sont aussi largement définis et contraints par le degré auquel ces jugements contribuent à cette stabilisation. Donc tous ces mondes, y compris d'ailleurs le monde des grands artistes ou le monde des psychopathes, sont des variantes ou des instantiations partielles de potentialités qui n'ont jamais été et qui ne seront probablement jamais complètement intégrées dans un monde unique ou dans un monde unifié. Donc il me semble, pour répondre à la question que Mireille nous posait, que comme le réalisme sous sa forme parfaite, comme une sorte de rêve de totalisation parfaite, que ce soit d'ailleurs quelque chose de désirable ou pas, me paraît hors d'atteinte. Et de la même façon, le relativisme, cela on peut l'obtenir, c'est quelque chose de très facile à construire ou quelque chose de très facile auquel on peut adhérer facilement, mais c'est quelque chose qui n'a guère de sens, me semble-t-il, dans la mesure où le relativisme présuppose l'arrière-plan universel dont le relativisme suppose qu'on va pouvoir donner autant de variantes ou de versions partielles. Donc le relativisme suppose toujours un arrière-plan universel. Il n'y a pas... Et cet arrière-plan universel, c'est celui précisément que je recuse. Cette universalité, ce n'est pas un monde construit, c'est un monde potentiel de qualité, de relations qu'on va actualiser et qui va construire, pas construire, l'expression construire est très, très, très dangereuse employée, qu'on va objectiver dans ce processus de mondiation. C'est pour ça que l'universalité de la nature et la relativité de la culture sont des concepts qui me paraissent plutôt empêcher le progrès des sciences parce qu'ils contribuent à stabiliser en quelque sorte des positions qui sont un peu passées et qu'il vaut mieux les abandonner ou alors les considérer comme des objets d'étude. Voilà. En fait, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de parler en termes de dynamique, de processus. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce processus de mondiation, c'est justement l'introduction d'une dynamique d'actualisation. Et c'est vrai que dans l'universalisme, il y a quelque chose de statique qui pourrait être fermé. Donc là, je crois qu'on a
ce que vous présentez là comme démarche, au fond, ça va tout à fait dans le sens d'une recherche dynamique, en apportant quelque chose de plus que la problématique hominisation-humanisation, puisqu'on introduit les non-humains, le monde non-humain. Donc je crois que c'est tout à fait ce que je souhaitais dans la perspective de la réflexion qu'on essaye de mener, d'autant qu'à l'échelle mondiale, le problème, ou même simplement international, ce problème de la façon de considérer alors juridiquement le non-humain devient de plus en plus présente. On peut d'ailleurs se demander si le terme que j'employais ce matin, je citais simplement le traité de Lisbonne qui parle des animaux comme des êtres sensibles, est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose qui nous fait sortir de la vision naturaliste, enfin du modèle naturaliste tel que vous l'avez présenté? Pour revenir à la question parler d'hominisation, c'est donc parler de l'évolution, de la transformation progressive d'une espèce particulière. Un peu partout, alors c'est difficile, on est obligé de parler dans une sorte de présent ethnographique un peu flou, puisque au fond maintenant les deux grands modes d'identification qui ont occupé l'espace de la planète, c'est le naturalisme et l'analogisme. Mais on peut considérer aussi, et c'est l'expérience que j'ai faite, que dans la plupart des cas, l'idée d'exaucer l'humain comme étant soit un modèle, soit la source de droits particuliers, qui est une idée complètement invraisemblable. Chez les gens chez qui j'ai eu le bonheur de passer quelques années en Amazonie, il n'y a pas de terme qui correspondrait à homme au sens de homo. Il y a un terme qui est homme pour masculin au sens de la différence entre masculin et féminin. Et puis il y a une notion qu'on pourrait traduire par personne, c'est eins, et qui est graduée. C'est-à-dire qu'au fond, les humains, alors on le dit parfois, on rajoute un qualificatif, ce sont des personnes complètes, parce qu'ils ont un ensemble de qualités qui va les différencier d'autres types de personnes qui sont un peu moins complètes et qui sont les plantes et les animaux en particulier. Mais l'idée de considérer que l'humanité est le modèle par rapport auquel... l'humanité, c'est une condition pour les Dutchois, hein, et c'est une condition partagée par un très grand nombre d'espèces au-delà des humains. Et ce n'est pas une espèce naturelle. Voilà. Merci. Alors, j'ai demandé à Alain Suppiot de lancer la discussion. Je me suis permis de commencer la discussion. Je n'ai pas pu résister, mais Alain Suppiot est professeur à Nantes et il a écrit, il est juriste, mais il a écrit un essai d'anthropologie juridique et il est un juriste particulièrement ouvert au monde des humains et des non-humains. Donc, je crois qu'il va vous poser une ou deux questions. Oui, voilà. Oui, moi, pas compétent du tout que je suis pour entrer dans une discussion sur une classification anthropologique. Ce que je peux faire, c'est donner quelques échos de votre propos dans l'oreille d'un juriste. Et ce que je retiens de plus précieux, c'est cette grande leçon qui consiste à apprendre à situer, je vous cite, notre propre exotisme comme un cas particulier au sein d'une grammaire générale des cosmologies. Il me semble que vous touchez ici un impératif de méthode qui devient particulièrement impérieux chez les juristes avec ce qu'on appelle la globalisation, parce qu'il nous faut rompre avec ce qui nous paraissait comme spontanément des catégories de pensée, vous diriez peut-être des prédications ontologiques à valeur universelle, que ce soit la notion même de droit, qui n'est déjà pas traduisible dès qu'on franchit la Manche, au sens de droit objectif, n'a pas donc l'université qu'on lui prête. Et de ce point de vue, il me semble qu'on peut adhérer tout à fait à l'idée que chaque culture juridique est portée par représente une certaine institution imaginaire de la société, pour reprendre le titre d'un ouvrage fameux de Castoriadis qui devrait être étudié dans toutes les facultés de droit. Cela dit, quelle peut être la tâche des juristes à ce moment-là? C'est
pas de sombrer, pourquoi ça serait sombrer d'ailleurs, d'aller dans le sens d'un relativisme, mais au contraire de rechercher les catégories qui peuvent être vraiment communes. Je pense que c'est tout le sens de l'effort, une partie de l'effort qui était celui de Mme Delmas-Marty. Et par exemple, il n'existe pas du droit partout, mais partout, la vie humaine obéit à des préceptes. Donc c'est ça qui pour nous est important de rapprocher. Alors je laisse tomber ce que j'avais prévu de dire sur l'opposition nature-culture, puisque au fond votre exposé est plutôt parti sur le rapport sujet-objet, humain, non humain. L'illustration la plus claire, me semble-t-il, de la caractérisation de notre système comme naturaliste, de ce que, de son côté, de sa vision de géographe, Augustin Berg appelle l'arrêt sur objet, c'est-à-dire l'idée d'une dichotomie radicale sujet-objet, elle se donne à voir, me semble-t-il, dans cette fiction qu'est le droit de propriété moderne, fiction de l'idée que nous aurions avec la nature une sorte de tête-à-tête singulier qui pourrait se suffire à lui-même. Alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas, et cette fiction est très puissante, puisque un auteur aussi considérable et aussi controversé que Carl Schmitt voit dans la prise de terre l'acte originel de tout ordre juridique. Et moi, c'est en lisant des anthropologues, des amis anthropologues, je pense en particulier à Mme Liberski et ses travaux sur les rapports à la terre dans certaines cultures africaines, que l'on découvre par l'anthropologie d'autres manières beaucoup plus subtiles, me semble-t-il, de penser notre rapport à la terre, puisqu'il y a ces deux figures du chef qui est le prédateur, schmittien, si je puis dire, mais il y a aussi ces figures du maître de la terre, qui est le garant de la continuité des relations entre une communauté humaine et le territoire où elle se développe. C'est dire la fécondité, me semble-t-il, du type de dialogue qu'on peut nouer entre juristes et anthropologues. Alors, la question à laquelle je vais arriver, je vous la pose tout de suite, puis je vais vous en expliquer ensuite les motivations, c'est est-ce qu'on peut sortir d'un schème ? Parce que elle est inspirée par les efforts qui sont faits actuellement par mes collègues pour essayer de dire on ne peut plus penser comme ça, on est obligé de considérer que la nature n'est pas un objet inerte à notre disposition, on lui doit respect, il faut en tenir compte. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on tend à lui prêter une subjectivité, à dire eh bien on va la traiter comme un sujet de droit. Et à ce moment-là, elle pourra apparaître sur la scène juridique. On va étendre le champ de la notion de personnalité pour y faire rentrer les animaux, par exemple. C'est des propositions qui ont été faites. Je ne sais pas si ça va jusqu'aux araignées, enfin quel degré de proximité, mais il y a cette idée que vous disiez d'une hiérarchie dans la proximité de l'humain. Donc je pense que les bonobos sont beaucoup mieux partis pour se voir reconnaître une personnalité juridique plutôt que les araignées. Mais je ne m'arrête pas sur ce point. La question, c'est que pour un juriste, la distinction humain-non humain est une conquête dogmatique qui a coûté très cher. Ça a mis 20 siècles, à peu près, entre Aristote qui dit que les esclaves sont une sorte d'intermédiaire entre l'homme et l'animal, et la suppression de l'esclavage au milieu du XIXe, ça a pris un temps très long. Et c'est justement au ce moment où on l'affirme qu'on commence à avoir les théories raciales, et donc à voir une recherche d'autres bases qui permettrait éventuellement de recréer des catégories intermédiaires. Donc, du point de vue du juriste, c'est quelque chose auquel nous ne pouvons pas renoncer aussi facilement. Et je me demande si, là, justement, l'interdisciplinarité tant vantée ne pourrait pas être un moyen d'avoir un rapport plus constructif avec ce qui nous est donné. Alors, soit de ce qui nous vient de l'anthropologie. Je citais tout à l'heure Augustin Berg avec l'effort qu'il fait pour importer en France de grands auteurs comme Watsuji, qui vient de traduire en français avec sa notion de corps médial. Donc, il y a la vie humaine s'inscrit dans un écoumène qui elle-même s'inscrit dans une biosphère, qui elle-même s'inscrit dans un milieu physique. Il nous faut penser l'homme dans l'ensemble de ce milieu. Mais il me semble que non seulement c'est une impasse de vouloir partir de la notion de personnalité juridique, c'est un enfoncement dans la dichotomie, alors même qu'on croit y échapper. Et c'est un enfoncement qui conduit, semble-t-il, à des contradictions juridiques, parce qu'il n'y a pas de sujet de droit sans devoir. Alors faudra-t-il réinstaurer les procès faits aux animaux,
Le dernier, à ma connaissance, c'est 1452 à Bâle, où on brûle un coq parce qu'il avait pondu un œuf. Bon, ce qui est une rupture avec les lois de la nature, parce que les lois de la nature montrent bien que chez nous, on a toujours tendu à ancrer la culture juridique dans la nature. Ça, c'est un autre point sur lequel... Un dernier exemple de ce qui me paraît aussi un type d'enfoncement, qui est lié au progrès de la biologie. Alors, il n'y a plus d'esclaves, mais il y a des organes. Il y a un marché des organes humains. Alors, tous les problèmes liés au progrès de la biologie, du statut du corps humain. Qu'est-ce qu'on trouve comme protection qui est proposée là aussi? Eh bien, c'est de dire, je suis propriétaire de mon corps. C'est l'idée de permettre une protection en disant, eh bien, le corps est un objet dont je serai propriétaire. Alors, cette façon de penser, là aussi, me paraît trahir plutôt un enfoncement dans l'arrêt sur objet. Parce que, vous avez cité Wittgenstein, il a une formule que je trouve très éloquente. Il dit, à qui dit « j'ai un corps », donc propriété, il faut demander qui parle avec cette bouche. Bon. Alors, Merleau-Ponty le disait autrement, mais il me semble qu'il faut tenir compte de tous ces savoirs accumulés et éviter de s'enfermer dans le type de dualisme que vous mettez en lumière. Alors, ma question, au fond, c'est de savoir, est-ce qu'on peut échapper à des grands schèmes anthropologiques? Je pense, vous avez très bien posé la question, je crois, pour le droit. En fait, il y a deux voies possibles qui ont été explorées par les juristes et les philosophes du droit. L'une de ces voies consiste à étendre le droit des personnes humaines à certaines espèces animales. Et donc, on est là dans le domaine que moi j'appelle du naturalisme, c'est-à-dire l'individualisme possessif. Simplement, on fait passer la frontière un peu plus loin que là où elle était placée auparavant. C'est la position de gens comme Singer, Reagan, etc. Ou bien, on a une autre démarche que Mireille Delmas-Marty évoquait ce matin, qui est, disons, une démarche que j'appellerais écocentrée, que moi personnellement je trouve plus intéressante, et qui consiste à mettre l'accent sur les devoirs de la communauté humaine vis-à-vis de l'équilibre des formes de vie dans le monde, ou dans la biosphère, si vous voulez. Et qui d'ailleurs, je citais Aldo Leopold, c'est l'un des pionniers de cette démarche, qui est représenté par des gens comme Bert Callicott, par exemple, maintenant, dans la philosophie environnementale. Et ça, c'est une démarche qui est, au fond, analogiste, au sens des cosmologies analogistes. Et nous parlions tout à l'heure de ce nouveau préambule de la Constitution équatorienne, qui date d'il y a 3 ou 4 ans, et qui met les droits de la nature dans ce préambule, et qui d'ailleurs dit c'est les droits de la nature ou de la Pachamama. Pachamama, donc c'est déjà une personnalisation de la nature. Et les deux termes sont en fait ambigus, parce que la nature, c'est un terme importé d'Occident, et la Pachamama, c'est une divinité qui, en fait, représente, c'est vrai, plutôt tout ce qui concerne le monde chtonien. Mais c'est un indice de ce que une certaine façon de concevoir les responsabilités réciproques des différentes composantes d'un système socio-cosmique, pour employer une terminologie passe-partout que les anthropologues affectionnent, du type de celui des formations sociales andines précoloniales, est en train de voir à nouveau le jour. C'est-à-dire, dans ce monde, il y a un équilibre entre des parties qui sont à la fois des segments sociaux. Dans le monde andin, c'était des Aïlous, ailleurs, c'est d'autres formes de segments lignagés, claniques, etc. Et ces segments sociaux ne sont pas uniquement humains. Ils ont aussi avec eux des territoires, des environnements, des sites particuliers, des sources, des montagnes, des grottes, des lacs, des types d'animaux, certains types des troupeaux individualisés, des champs, des divinités, bien sûr. Et au fond, le rôle en particulier du système religieux, si on peut dire, ça consiste à faire travailler ensemble, à faire fonctionner ensemble tous ces différents éléments. Et à la fois dans ce préambule de la Constitution et puis dans certaines manifestations politiques, j'ai pu voir des témoignages dans les Andes au cours des dernières années, on a le sentiment qu'on voit ressurgir quelque chose comme cela.
avec toutes les difficultés, évidemment, qu'il y a à transcrire dans un système qui a été profondément marqué à partir des révolutions bolivariennes par le droit positif européen, à faire passer des choses de ce type-là. Alors, en même temps, ça pose toutes sortes de problèmes, c'est-à-dire qu'au fond, il y a des gens... La philosophie politique des dirigeants chinois consiste à dire nous avons un modèle alternatif aussi, qui est un modèle que moi j'appellerais analogiste. C'est le modèle de l'équilibre, c'est du mandat divin, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie générale, et au fond, est-ce que nous voulons aussi... C'est donc la question que vous posez, mais ça c'est une question à laquelle nous devons tous répondre. Est-ce que nous voulons un modèle alternatif de ce type-là, transformé, de quelle façon, avec un petit morceau de droit positif, de droit individuel qui subsiste ou pas, etc. Et au fond, je pense que la période que nous vivons, enfin le siècle dans lequel nous sommes entrés, est quelque chose qui est un siècle absolument fascinant, parce que c'est vraiment dans ce siècle qu'on va profondément bouleverser tous les fondements du vivre ensemble, non seulement entre humains, mais entre humains et non humains, pour le meilleur ou pour le pire. Donc il faut faire attention aux choix que nous allons faire. Au fond, je pensais en vous écoutant tous les deux qu'il faut peut-être creuser la distinction entre l'inhumain et le non-humain. Et quand on parle de déshumanisation, on pense en termes d'inhumanité, de traitement inhumain, mais déshumanisation, ça peut aussi être ne pas isoler l'humain du non-humain. Donc je crois que là, on ne va pas conclure ce soir, il est trop tard et continuerons, nous laisserons la question ouverte, mais je crois que cette discussion nous fait encore avancer d'un pas vers quelque chose qui pourrait être une conclusion, j'espère, demain. En tout cas, il me reste à remercier tous les orateurs, les intervenants, très chaleureusement, parce qu'ils se sont prêtés à ce que j'avais appelé une aventure un peu folle quand j'ai écrit à Jean-Marie Durand pour lui parler de ce séminaire. En tout cas, une aventure difficile. Et en tant que juriste, j'estime avoir beaucoup appris grâce à vous tous aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin, 9h et pas 9h30, 9h, pour écouter successivement Jean-Pierre Changeux, Anne Fagolargeau, puis Marie-Angèle Hermite, et finir par une table ronde pour poser cette question du rôle du droit, mais qui est déjà largement préparée par les interventions aujourd'hui. Merci à tous et à demain.